Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, j'ai la grande joie et fierté de recevoir Frédéric Lopez pour parler d'émotion, d'autocompassion, de résilience, de méditation et bien sûr de terres inconnues. Bienvenue Frédéric. Merci. Je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Alors, l'avantage avec toi, c'est que je n'ai pas besoin de faire une longue introduction puisque tout le monde te connaît et tout le monde connaît... Pas tout le monde. Il y a des gens qui regardent TF1. qui font cette erreur. J'ai envie de te qualifier d'anthropologiste des émotions. C'est juste ? Alors, on rappelle que je ne suis pas du tout anthropologiste, mais ouais. En fait, souvent, il y a des potes qui me disent entomologiste. Enfin, c'est ceux qui étudient les insectes. Donc, c'est vrai que les émotions, c'est quelque chose qui me fascine, parce que c'est ce qui nous réunit. Et donc, du coup, c'est vrai que je dis souvent en terrain inconnu, je peux faire un quart d'heure de programme avec un lever de sourcil. C'est-à-dire que je suis tellement connecté émotionnellement aux invités pendant 3 semaines que si je vois un lever de sourcil, comme par hasard, je peux demander à Arthur qu'est-ce qui se passe, mais il me dit, mais il y a des rats sous le lit ou alors, je sais pas, ou Sylvie Testu qui va me dire, je vois qu'elle a un lever de sourcil, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Et elle va me dire, en fait, je sais pas, elle a l'air triste, celle qui nous reçoit, etc. Je dis, allez lui parler. Et là, la femme lui dit, en fait, j'ai réalisé cette nuit que vous alliez partir. Et ça me rend triste. Et donc ça authentifie aussi le concept, c'est-à-dire que l'attachement, si la vedette dit je m'attache aux gens, personne ne les croit. On est dans un monde cynique où de toute façon on ne croit rien. Il y a beaucoup de méfiance. Mais par contre, ceux du bout du monde, c'est pas des gens qui jouent. Et donc à partir du moment où elle dit moi je suis triste, et donc voilà. Et donc je l'aurais pas su s'il n'y avait pas eu ce petit lever de sourcil. Donc c'est vrai que. Ce qui veut dire qu'il y a une sincérité profonde et une intégrité profonde dans toute la alors, démarche. L'éthique, ça c'est notre obsession avec toute l'équipe d'ailleurs, hein. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de propositions très très alléchantes financièrement que j'ai refusées parce que je savais pas, j'ai pas confiance moi dans le monde de la télé, je savais pas ce qu'ils allaient faire moi, les étrangers qui voulaient acheter le concept. Par contre, j'ai toujours rêvé que notre équipe on puisse fabriquer une version internationale, mais ça c'est pas encore le cas, mais j'ai encore l'espoir. Alors je rappelle que Rendez-vous en terre inconnue, c'est une émission qui a duré 13 ans. Alors elle continue Rendez-vous en terre inconnue avec un autre animateur. que tu as animé absolument Ouais. pendant 13 ans, donc c'est 13 ans de ta vie. Combien de peuples tu as visité en 13 ans ? J'ai jamais compté en fait, je suis vraiment dans l'instant présent, c'est pas une blague. Et donc je sais plus combien de films j'ai fait, j'ai dû en faire 25. Donc, Est-ce qu'il y a un pays ou une culture qui t'a ému plus que les autres ? c'est souvent les individus. En fait, moi j'ai été fasciné par tous pour dire la vérité, mais pour donner un exemple, j'ai été très marqué par quelqu'un qui s'appelle Cissé, qui est en Éthiopie, qu'on a rencontré avec Adriana Karambeu. Et donc c'était un homme qui luttait contre le mariage arrangé. Alors c'est interdit dans le pays, mais dans cette vallée très éloignée, c'est encore le cas. Et on marie des filles de 12 ans. Donc évidemment, ici, ça tomberait sur le coup de la loi, hein. Et donc il y a séquestration, il y a viol, il y a pédophilie, enfin il y a tout ça. Mais là-bas, c'est répandu. Et l'homme qu'on a rencontré a marié sa première fille. Et puis il a appris à lire et à écrire à l'âge de 43 ans. Et à 43 ans, il lit le seul livre qu'il a à la maison, c'est Les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Et c'est un petit livre illustré. Et il dit, mais en fait, j'ai enterré ma fille vivante. Donc déjà, ça me bouleverse de voir quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Pensons aux gens autour de nous, pensons à nous-mêmes. Est-ce qu'on reconnaît souvent nos erreurs ? Lui reconnaît cette erreur incroyable et il dit ça devant la caméra, donc il sait que ce sera vu. Et voilà, et 5 ans plus tard, donc il n'arrive pas, évidemment, les gens continuent. Il faut savoir, quand il décide de ne pas marier sa deuxième fille, il a beaucoup d'ennemis. Sa famille qui a honte de lui puisqu'il respecte la tradition, donc c'est un peu l'arbre au milieu du torrent, c'est celui qui va pas dans le même sens que les autres. Et quand on retourne le voir 5 ans plus tard, et Adriana a tenu à y aller, moi je pouvais pas, j'étais sur France Inter à l'époque, et Adriana a tenu à le revoir, et elle lui dit, tu sais, pour nous t'as été une rencontre incroyable, mais nous, est-ce qu'on t'a apporté quelque chose ? Et là, sans faire d'effet, très naturellement, il dit, tu sais, avant de vous rencontrer, je savais pas que j'étais courageux. Et ça m'a appris quelque chose. Et grâce à ça, il a éradiqué le fléau. Et donc ça m'a appris quelque chose, c'est que finalement dans la vie, on n'a pas besoin d'aller en Éthiopie bien sûr, dans la vie, quand on porte notre attention sur quelqu'un, quand on lui dit comment on la voit, parce qu'évidemment on ne se voit pas comme les gens nous voient,
Malheureusement. Malheureusement, la Et donc, dysmorphophobie. du coup, quand on porte notre attention sur quelqu'un, on peut changer sa vie. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une puissance qu'on a, enfin, un super pouvoir qu'on a dont on n'est pas toujours conscient. Et ça fait partie des leçons de vie que ces terres inconnues t'ont apporté. Ouais. C'est drôle parce que je voulais te demander quelles étaient les qualités qui étaient nécessaires pour pouvoir partir en terre inconnue et finalement quelles étaient les qualités que tu avais pu développer. Mais en t'écoutant, je pense à la délicatesse, à l'intelligence, à la curiosité, la subtilité. Ça doit pas être évident quand même parce qu'à la fois pour toi, pour tes équipes et pour tes invités, il faut se mettre il faut être à sa juste place quand on se retrouve en terre inconnue. C'est-à-dire que c'est très délicat. D'abord parce que on va voir des gens qui sont souvent des minorités dans leur propre pays, donc qui ont souvent été maltraités. Parfois c'est même très très grave. En Papouasie, il y a eu des trucs effrayants qui ont été faits pour les faire entrer dans le rang. Ils ont pris des papous et ils les ont jetés d'un hélicoptère. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, juste pour leur dire maintenant attention. Et nous on arrive avec Zazie. Et donc, les gens de l'extérieur, c'est une menace pour eux. Donc déjà, il faut gagner la confiance. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Franck Desplanques, qui est mon rédacteur en chef, qui lui passe 9 mois de sa vie hors de France et qui va rester plusieurs mois avec eux. Et donc, et ensuite, nous, on doit être à la confiance, pendant la hauteur de la confiance qu'ils ont fait à Franck. Et ensuite, l'invité, c'est quelqu'un dont le métier, c'est pas de fabriquer du pain ou de faire à manger comme un grand restaurateur. Dans son métier, c'est son image. Et il y a des gens donc, qui acceptent de me faire confiance, qui partent 3 semaines sans maquilleuse, sans coiffeuse, sans attaché de presse, sans avocat, enfin vous voyez ce que je veux dire, sans l'entourage qui protège. Et donc c'est une forme de vulnérabilité incroyable. Donc il faut être à la hauteur de cette confiance. Ouais, il y a une mise à nu et on sort de sa zone de confort. C'est ce qui fait la magie donc, aussi de l'émission. Tout est délicat, vous l'avez dit, et donc tout est sensible, et voilà. Et moi, quand on me fait confiance, j'essaie d'être à la hauteur. Je crois que c'est mon plus grand kiff dans l'existence. C'est souvent même d'être encore un peu plus que ce qu'on peut imaginer. Non pas pour qu'on me trouve formidable, mais pour dire de manière générale aux gens, bah ouais, tu vois, on peut faire confiance. Moi, c'est un mot qui est très important. Michel Serres, avant de nous quitter, a donné une interview à Sandra Freeman, que j'aime beaucoup, et il a dit, bon voilà, l'époque est dans une crise de confiance. C'est notre sujet sociétal. Avec les réseaux sociaux, ça a été accentué, les fake news, etc. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc quand on part en terre inconnue, mon équipe, on essaie d'être digne de confiance de ceux qu'on filme et puis de ceux qui vont nous regarder. Mais je crois que c'est ce qui ressort, et cette authenticité, c'est ce qui ressort. Et justement, il y a toutes ces histoires qu'on te raconte, et puis il y a toutes ces histoires en parallèle que tu vis. Lesquelles sont celles finalement dont tu te souviens le plus? Sont les histoires qu'on te raconte, les histoires que tu vis, ou les émotions que tu traverses à travers toutes les situations dans ces pays? Un jour, je faisais un peu de coaching, de développement personnel, et la personne m'a demandé, mais est-ce que tu peux me donner un exemple d'un moment où vraiment tu es très très heureux? D'ailleurs, il parlait même, c'est dans ton métier, il m'a dit dans ton métier. Et d'un coup, il y a une image qui m'est venue, donc c'est 100% des souvenirs sont liés à une charge émotionnelle, donc si c'est la première idée qui m'est venue, c'est que ça a été très fort. En fait, j'étais avec Mélanie Douté, on était en Mongolie, et on était avec un couple incroyable qui nous a reçus. Et à un moment donné, je leur demandais de me raconter leur rencontre. Et ils n'ont pas l'habitude de parler de ça. Ils sont tout le temps dehors, il fait moins 40, plus 40. Ils sont très durs, très rudes. Ils ne parlent pas de leurs émotions, de leur rencontre. Donc, il y avait de la gêne. Mélanie était un peu gênée. Moi, j'avoue que moi-même, sans caméra, je n'oserais pas y aller, mais avec une caméra, ça me donne du courage. Et de les voir raconter leur rencontre, ils ne parlent pas d'amour. C'est très très spécial. Mais d'un seul coup, de voir comment lui parle de sa femme et de la voir elle heureuse, je sais que j'obtiens une séquence super, mais je sais aussi qu'il y aura un avant et un après dans leur histoire. Parce qu'elle a vu son homme parler d'elle, ce qu'il ne fait jamais. Il ne parle jamais d'elle. Et elle aurait pu passer sa vie entière sans recevoir la manifestation de cette émotion. On voyait de l'admiration, il y avait de l'amour évidemment, mais ils mettent pas de mots, c'est ça que je veux dire. Et voilà. Et je sais que le gars était assez joueur, parce que quand je lui demande de parler de sa femme, il dit mais tu rigoles ou quoi? Je vais pas parler bien d'elle, comme ça tout le monde la voudra, je sais pas quoi. Et en fait, je sais que j'étais très très heureux à ce moment-là. J'essaie de comprendre pourquoi. Peut-être parce que je suis shooté à l'intime, un peu comme toi. Cette humanité partagée, c'est quelque chose qui me nourrit, qui me fait vivre, etc. Et donc finalement, en terre inconnue, il y a tout. Il y a ce que les gens me racontent, il y a les moments partagés, la gêne. J'aime beaucoup les moments de gêne, j'aime beaucoup la timidité. C'est très télégénique.
les silences, on a souvent peur des silences dans une société très bruyante comme la nôtre, où les médias mettent des jingles, etc. Moi, j'aime bien le temps long. Ils sont tellement chargés d'émotions et chargés de messages. Et puis ça, on sort de notre zone de confort. C'est très embarrassant, le silence. D'ailleurs, c'est très amusant parce que sur France 2, quand j'ai fait Nos Terres Inconnues, où il y a Malik Bentala, qui est un humoriste que j'adore et qui croyait partir en terre inconnue, je l'ai amené dans les Cévennes. Et on s'est retrouvés dans un petit chalet tous les deux, etc. Et je lui demande à quel point il est à l'aise avec le silence. Il dit, je sais pas. Et je lui propose de faire un peu de silence. Et donc, à un moment donné, il a un fou rire et tout. Je dis, pourquoi ? Il dit, j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. et d'être puni. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que cette séquence, dont je me disais, est-ce que la chaîne va accepter qu'on mette du silence à 20h30 ? Eh bien, c'est la scène qui passe le plus dans les bêtisiers de TF1. C'est-à-dire qu'en TF1, ils veulent juste un morceau. Et donc, c'est une scène où on voit un invité être confronté au silence. Et donc voilà, donc tu me demandais les souvenirs, il y en a tellement dans mon cerveau. Ouais, mais tu vois, quand tu les tries comme ça, c'est beaucoup lié aux émotions. Oui. Ce qui prouve que les 100% des souvenirs sont reliés à des émotions. Je t'ai entendu dire ça. Ces peuples que tu as rencontrés représentent aujourd'hui environ 3% des populations mondiales. Ils sont souvent rejetés, tu l'as dit, en tout cas harcelés, ignorés ou méprisés. Est-ce que tu as le sentiment que tu as pu faire un peu bouger les lignes ou changer les regards ? Ou est-ce qu'il y a eu des actions concrètes peut-être qui sont passées après certaines émissions pour justement les faire moins rejeter ? Ouais, c'est une grande satisfaction. D'abord parce que, comme on l'a dit, on leur a donné une forme de dignité. Pour eux, l'idée qu'on soit blanc, qu'on vienne de loin, s'intéresser à eux, rien que ça déjà, c'est énorme. Bon, voilà, ils se sentent compris. Quand j'étais, par exemple, le seul héros que j'ai eu qui était dépressif, c'était en Australie, un aborigène, qui était extrêmement touchant parce que c'est une histoire horrible en fait. C'est dur les aborigènes. Moi j'ai vécu en Australie, je les ai rencontrés, c'est très très dur. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis, mais ces gens qui étaient là depuis 40 000 ans, et puis il y a 200 ans, les Anglais débarquent et disent il n'y a personne. Juste parce qu'ils ne sont pas propriétaires, ils sont chasseurs-cueilleurs. Donc voilà, donc ils disent il n'y a personne. Et donc ils ont encouragé le viol, enfin c'est terrible. Et à la fin, au moment où on se dit au revoir, et tout, c'est le premier sourire qu'il a pendant tous ces jours. Et il dit merci, c'est la première fois que je me sens compris. Bon, moi, j'ai envie de pleurer quand je dis ça parce que moi, ça donne du sens à mon existence. En fait, les mettre dans la lumière, leur donner la parole, c'est quelque chose qui a guidé mon existence, qui a donné du sens. Je sais que l'époque est dans une crise de sens. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était une obsession déjà très jeune, la question du sens, et je peux pas le faire si ça n'a pas de sens. Mais finalement, est-ce que c'est pas aussi la difficulté de devoir les quitter à la fin qui a fait qu'à un moment c'est devenu trop dur parce que tu leur donnais tellement de sens et quelque part tu leur retires aussi c'est ce côté je viens, je m'attache et je repars. Est-ce que c'est ce qui fait que tu as dû arrêter il y a 4 ans et dire stop ? Il y a beaucoup d'invités qui me disaient, qui l'ont dit d'ailleurs sur le plateau, etc. Mais c'est cruel cette histoire. En fait, on nous présente des gens formidables, parce qu'évidemment, on choisit des gens formidables. Et ensuite, on leur dit adieu. Et c'est très spécial, parce que si on réfléchit bien, adieu, on ne le dit pas souvent, à part des gens qui nous quittent, qui meurent. Ce qui n'est pas tous les jours. Et donc, du coup, dire adieu à des gens, c'est horrible. Horrible. Et Raphaël de Casabianca, qui m'a remplacé, quand il est rentré, il m'a dit « je suis dévasté ». Et moi, comme je ne m'écoutais pas beaucoup, on va y venir tout à l'heure, en fait, je ne me rendais pas compte de ce que je m'infligeais. Et un jour, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, à observer mes émotions, à voir ce qui se passait, je me suis rendu compte que je pleurais juste en partant dans le taxi. Les taxis savaient qu'ils m'emmenaient en terre inconnue, qu'ils m'emmenaient à l'aéroport, et ils me voyaient pleurer alors que je partais. Pourquoi ? Parce que j'anticipais déjà l'idée que... Moi, j'avais étudié leur parcours, leur itinéraire, j'avais de la documentation, et je les admirais déjà avant de les rencontrer, et je savais que j'allais leur dire adieu. Et adieu, c'est rien que de le dire, c'est terrible parce que vous dites qu'est-ce qui va se passer dans leur vie, qu'est-ce qu'ils vont vivre, est-ce que je pourrais pas être là ? Alors bien sûr, on est là pour eux, on communique pas là-dessus, mais on a des traducteurs qui, eux, vivent entre deux mondes et qui nous donnent des nouvelles. Donc on a financé les études de plein d'enfants, de gens qu'on a filmés, on a financé des moments où ils ont été à l'hôpital, etc. Et on est là, quand on nous appelle, on est là. D'ailleurs, on a fait des DVD, des livres, etc. pour ça. Et donc on a de leurs nouvelles, mais moi je les revois pas. Au début j'ai pensé sincèrement que j'irais les voir, que je retournerais les voir, que j'allais avec mon fils. Je me dis ça c'est incroyable. Et puis plus ça s'accumulait, plus je disais je vais devoir choisir qui, et devoir choisir, c'était horrible. Et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était comme ça. Il y a cette phrase, c'est Hélène Darroze qui m'a appris cette phrase. C'était une invitée de notre émission qui s'appelle La parenthèse inattendue, et une phrase en espagnol qui dit no nos quitaran lo bailado, on ne nous enlèvera pas ce qu'on a dansé, ce qui est vécu est vécu. Ouais.
Et donc c'est cette idée, quoi, c'est que voilà, je suis pas triste de te quitter, mais je suis heureux de t'avoir rencontré. Mais c'était violent, c'était très 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 violent. Et pour les invités, et Thomas Pesquet, qui était mon invité le moins émotif, c'est lui-même m'avait dit, frère, tu sais, je vais pas pleurer à la fin. Ah bon, pourquoi? Ah, parce que je suis pas émotif. En fait, en vérité, Et c'était le dernier. Il est bouleversé. C'était mon dernier invité, et lui-même le dit, c'est pas naturel, c'est violent, c'est très violent. Alors, pour parler du passé, avant de parler du présent, qui est beaucoup plus enthousiasmant, tu as souvent parlé dans les interviews de ton enfance, que tu as rendu un peu public dans un climat anxiogène, avec des parents qui étaient sévères. Est-ce que tu as le sentiment que c'est cette enfance qui a fait de toi un enfant, finalement un jeune adulte qui avait besoin d'aller au bout de ses rêves et qui avait besoin d'être aimé, d'être reconnu? Est-ce que c'est une compensation par rapport à ce que tu as vécu? Alors, c'est sûr que j'en ai pas souvent parlé, j'en ai parlé qu'une seule fois. C'était 5 lignes et ça a été beaucoup repris. Et c'est très difficile pour moi de parler de mon enfance, parce que mes parents sont toujours là et mes parents ont fait de leur mieux, comme beaucoup de parents. Et aujourd'hui, oui. Et je m'entends très 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 bien avec eux. Mon père, qui était quelqu'un que j'ai détesté pendant toute mon enfance, qui me faisait très peur, aujourd'hui il est extrêmement attentif. C'est quelqu'un que je connais, que je découvre en fait. Je comprends que ce soit dur d'en parler, mais je pense que justement parce que c'est devenu une relation extrêmement riche, sûr, et c'est pour ça que j'en parle, c'est très positif pour des personnes qui peuvent traverser ça. Exactement, aussi. C'est inimaginable pour moi de voir la... Alors je peux pas dire complicité parce qu'on est encore gêné avec mon père. Il y a un passif extrêmement lourd, c'est complexe, mais je suis content de le voir, il le voit. Je suis content quand il est content, il est plus détendu, il a beaucoup d'autodérision, ce qu'il n'avait pas quand il était plus jeune. Il est détendu, à 80 ans, il est détendu. Et du coup, voilà. Mais dans l'enfance, c'est vrai que j'avais très très peur de lui. J'avais très peur de lui, et donc j'ai grandi dans la peur. Mais il y a eu un processus de résilience. Alors, si vous entendez des petits pas, c'est parce que Moon a été remplacé aujourd'hui par Piccolina. Voilà, c'est ma chienne qui se balade un petit peu très heureuse, sur le j'adore sol. avoir des chiens dans les conversations du tigre. Mais oui, tu as le sentiment que tu leur as pardonné, ou que tu les as compris, ou que c'est juste toi et ton processus de résilience? Moi, pendant des années, je pardonnais pas à mon père. Sa manière, c'était un petit tyran domestique, comme on dit aujourd'hui. Et en fait, on m'offrait des bouquins sur le pardon et j'arrivais pas à les lire, j'arrivais pas. Et puis un jour, une cousine m'a raconté des scènes de son enfance que lui racontait rien. Et il avait vécu franchement pire. Il a vécu des trucs horribles. Et finalement, je pense qu'il a vécu tellement terrible qu'il avait été coupé de ses émotions. Et puis, il ne pouvait pas avoir appris à être un père parce qu'il avait un modèle qui n'était pas un modèle, en fait. Et donc, du coup, oui, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'évidemment, que j'avais le pardonné, j'avais même beaucoup d'empathie pour lui. Sur le chemin de la résilience, tu as eu aussi des périodes professionnelles de doute, voire de burn-out, tu en parles, et c'est intéressant parce que c'est ce qui fait qu'on progresse aussi, et souvent quand on a vécu ça, c'est comme une maladie, on dit si c'était à refaire, je le referais, parce que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on apprend à se connaître. Je t'ai entendu dire plusieurs fois que dans toutes ces périodes difficiles, le plus dur c'était d'être rejeté, de te sentir rejeté. De quelle période tu parles? De l'enfance? Des périodes professionnelles difficiles, des moments de doute, quand tu as failli abandonner, d'ailleurs. Tu as failli abandonner plusieurs fois sur le chemin du succès. Bien sûr, bien sûr. Alors pour répondre à la question d'avant, oui, c'est cette enfance où j'avais pas de la reconnaissance de mon père, où j'ai cherché à l'extérieur, comme 100% des gens dans la lumière. Tu vois, je ne vais pas t'embarrasser de poser des questions, mais je peux toujours te demander pourquoi tu te retrouves à faire ce genre de choses. Parce que j'adore partager. Du coup, oui, c'est ça qui m'a donné envie de la reconnaissance. Et après, on est dans un milieu qui rejette. Tous les acteurs vous raconteront que les castings, c'est l'école du rejet. Et les études d'ailleurs des scientifiques ont montré qu'il n'y a rien de pire pour un être humain que le rejet. Donc oui, là où c'est plus complexe en plus pour moi, c'est que moi je suis sur le service public. Alors dans le privé, on vous dit oui, c'est très dur parce qu'ils sont gentils avec vous quand ça marche et puis ils sont pas sympas quand ça marche pas. Bon, en même temps vous aurez un petit théâtre, la pièce ne marche pas, vous en mettez une autre, ça se comprend. C'est presque logique. Sur service public, vous pouvez être viré en plein succès et ça n'existe pas dans le privé. Et pourquoi? Parce que c'est très complexe. Les gens qui sont nommés, c'est des gens qui sont nommés par des politiques. Moi, j'ai eu des interlocuteurs, je ne sais plus, je crois que j'ai eu un patron par an depuis 25 ans. Et d'ailleurs, pourquoi le président les vire au bout d'un an? Ça, c'est une blague qu'on fait en privé. C'est qu'en fait, il met un an pour se rendre compte que le mec est nul, mais nous, on le sait dès le premier rendez-vous. Et donc, j'ai eu des gens extraordinaires, évidemment. Heureusement, sinon, je n'aurais pas continué. J'ai eu une femme qui s'appelait Patricia Boutinarel. Si j'étais sculpteur, je ferais une statue par jour. Et parce qu'elle a mis Terre Inconnue à l'antenne, et ça a changé ma vie, en fait. Mais il y a eu beaucoup d'interlocuteurs étranges et qui ne se réjouissent pas de votre succès.
Donc voilà, un jour j'étais animateur préféré des Français, j'arrive dans le bureau du patron de l'époque, et puis tout en rangeant sa trousse, il me dit félicitations, enfin je vois que ça le réjouit pas, alors que ça devrait être un truc super pour toute la chaîne en fait, et faire une fête pour la chaîne, mais c'est pas le cas. Et donc sur service public, c'est très particulier, en plus il y a ce truc c'est le service public, donc il y a une sorte comme ça de prétention, alors que franchement des fois je me suis demandé si le public ça les intéressait vraiment. Donc c'est très violent. Alors je cite personne évidemment, c'est le système, parce que les gens individuellement ça va, hein, mais le système est très très bizarre, c'est souvent une armée mexicaine, et donc on vous fait tourner un bourrique, on vous dit jamais non. Moi je préfère que quelqu'un me dise j'aime pas ton projet, mais on vous dit jamais ça, mais c'est fou parce que finalement tu avais une fragilité liée à ton enfance par rapport au rejet, et tu t'es un peu mis dans la gueule du loup en allant travailler et vivre dans un milieu dans lequel tu t'exposes encore plus au rejet, puisque tu as le rejet du public, le rejet des gens qui t'entourent, et en miroir, le rejet de toi-même, in fine, enfin, un propre jugement négatif. Donc tu t'es exposé au danger sur lequel tu étais déjà vulnérable. Mais là où c'est drôle, c'est que c'est 100% des gens dans la lumière. C'est-à-dire que moi j'ai parlé à certains chanteurs célèbres en leur disant, mais au fond, tu as la même histoire que moi, d'accord? Donc effectivement, tu n'avais pas la reconnaissance. Tu t'es mis dans la lumière et maintenant, donc ton père était pas cool, ou ta mère, ou tes profs, et était assez humiliant. Et en fait, tu te retrouves dans un milieu où d'un seul coup, tu es de la chair à canon. Ouais. Que ce soit les critiques, que ce soit les pairs, que ce soit le public, qui parfois peut être pas tendre, que ce soit les réseaux sociaux. Donc c'est tout un paradoxe en fait. Et si on ne fait pas un travail en parallèle, alors on s'aperçoit que c'est une fausse piste. C'est-à-dire que beaucoup de gens... Et toi tu étais conscient de cette vulnérabilité quand tu as commencé, quand tu as fait tes premiers pas à la télé? Tu savais déjà que tu avais cette fragilité, ou que tu allais subir quelque chose? C'est un paradoxe. Quand on a vécu des trucs compliqués, et je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui l'ont vécu, on se croit fragile, mais on est des warriors, en fait. Et donc, moi, j'étais un warrior sans le savoir. Donc, j'ai traversé plein de trucs compliqués, comme 100% des gens qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps que j'adore, c'est « N'oublie pas que quand tu parles à quelqu'un, cette personne a traversé l'enfer plusieurs fois ». Donc là, on parle de moi, parce que je suis l'invité, mais je sais que tous ceux qui nous écoutent savent de quoi je parle. Le fameux fil invisible de l'histoire. Ouais, ça c'est la phrase du père de Michelle Obama qui m'a marqué, parce que je me suis rendu compte que j'en avais fait un métier, en fait. Tellement vrai. C'est ma vie. Donc notre vulnérabilité, d'abord, elle nous rend puissants, paraît-il. Et donc le puissant, c'est pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'ascendant qu'on a sur les autres. Et donc moi, j'étais très connecté à ma vulnérabilité assez tôt. Voilà, toute ma vie, comme tout le monde, quand il y a des drames personnels, des choses compliquées à vivre, c'est quelque chose à laquelle je suis familier. En fait, je suis familier de ça, et effectivement, ça me fait voir à chaque fois que je suis encore là. Donc, comme chacun d'entre nous, ça renforce. Qui tue pas, renforce. Ouais, la loi de l'hormèse. Mais est-ce que c'est, tu crois avec du recul, ce qui t'a poussé à aller t'occuper ou mettre en lumière des peuples qui justement étaient rejetés et vulnérables? Je pense que oui. Je pense que tu as raison. Je pense que moi, j'étais un enfant très timide. En plus, j'ai déménagé 19 fois, donc c'est difficile de se faire des copains, hein, quand tu arrives en milieu d'année, etc. Donc dans la cour de récréation, je n'étais pas tout de suite un leader. C'est devenu à l'adolescence. Mais du coup, je pense que les gens rejetés, fragiles, même dans la cour de récréation... Là, par exemple, je suis ami avec une fille que j'ai rencontrée à l'école de journalisme. C'était la plus timide de la classe. Elle dit « T'étais le seul à me parler ». Elle me dit ça aujourd'hui. Moi, je ne me souviens pas. Mais elle me raconte ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la rédactrice en chef d'un grand magazine. Et donc, j'ai toujours été attiré par les gens fragiles, c'est clair. Ouais, il y avait un effet miroir. Alors, tu considères qu'il y a une forme de courage à assumer qu'on ne peut pas s'occuper des autres si on ne s'occupe pas de soi. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu t'occupes de toi, que tu te comprennes et que tu fasses ce travail vers l'intérieur de toi et non plus vers l'extérieur? Je crois que j'avais 43 ans, que Terre Inconnue était élu émission préférée des Français. Moi, j'étais élu animateur préféré des Français. Donc, j'avais besoin de reconnaissance quand j'étais ado, mais pas à ce point-là. Donc, sur le papier, tu allais bien. Et c'était assez au-delà de ce que j'avais pu imaginer ou rêver. Et paradoxalement, il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes. Et quelqu'un m'avait dit en début de carrière, plus tu montes au haut du cocotier, plus ton cul est exposé. Et je l'ai vécu. C'est-à-dire que plus j'avais de succès, plus j'avais d'ennemis, des gens que je connaissais pas. Et il y avait de la haine. Enfin, c'est très intéressant. Il y a des magazines qui ont fait des articles horribles. Et au début, ça me touchait. Puis d'un coup, j'ai mis des années à comprendre. Et ça aussi, c'est un truc que je veux transmettre. C'est que finalement, 100% des papiers horribles que j'ai eu sur moi, c'est des gens que j'avais jamais rencontrés.
C'était intéressant. Je vois bien les attaques sur les réseaux sociaux de gens qui ne te connaissent pas. Oui, c'est intéressant. Et alors, par réseaux sociaux, c'est encore autre chose, parce que c'est anonyme, etc. Mais donc, du coup, j'ai oublié la question. Donc, à quel moment tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu fasses ce chemin vers l'intérieur de toi et ce travail sur toi? À ce moment-là où j'ai le plus de succès, où tu vas voir où j'arrive. 29% de part de marché. Et en fait, à ce moment-là, je suis en burn-out, je ne me rends pas compte tout de suite. Et je pleure tout le temps, je ne comprends pas pourquoi. Et j'ai plus la force. Et c'est un vrai burn-out? Le diagnostic. Christophe André qui l'a identifié. Ah oui, donc c'est un bon diagnostic. Et donc du coup, j'avais plus envie. C'est-à-dire que d'un coup, c'est comme si j'étais épuisé. J'avais fait tout ça on fait ça pour être aimé. Et finalement, on se rend compte il y a autant de gens qui nous aiment qu'autant de gens qui ne nous aiment pas. En fait, il faut l'accepter. Mais j'avais plus la niaque, quoi. C'est très bizarre. Et c'est là que une copine m'a inscrit. Alors, méditation, moi, je confondais avec lévitation. Je dis souvent ça parce que j'étais très loin de ça. Et puis, en fait, elle m'a inscrit à un cours anti-stress. Parce que oui, j'étais très angoissé, très stressé. Peur de décevoir, en fait, un truc comme ça. Et puis voilà. Et puis j'ai découvert la pleine conscience il y a 12 ans, je crois, maintenant. Et là, c'était une révolution. C'est-à-dire que, donc, la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience. Et en fait, on nous apprend à observer ce qui se passe ici et maintenant. Et moi, j'étais tellement anxieux que j'étais pas ici et maintenant. J'étais toujours en train de penser à un futur probable qui ne se produisait pas. Et je raconte souvent cette scène, mais ça m'est arrivé d'être dans des moments de joie, de fête, où tout le monde faisait la fête parce qu'on avait un gros succès. Et moi, je faisais semblant parce qu'au fond de moi, je me disais, on n'a pas d'invité le mois prochain. Et finalement, l'histoire a montré qu'on a toujours eu des invités. Mais il y avait ce truc-là où vous avez la sensation d'être le seul à voir le danger. Je pense toujours au capitaine du Titanic. Et en fait, voilà. Et donc, quand j'ai découvert la méditation de pleine conscience, j'ai appris à prendre le temps et à observer comment je me sentais. D'un coup, j'ai vu que j'ai observé le stress. Je ne m'en rendais pas compte. J'étais pas conscient du tout que j'étais stressé tout le temps. En plus, par exemple, c'était quelqu'un qui était toujours en retard. J'ai une gestion du temps qui est une catastrophe. Une catastrophe, alors que j'étais prévu d'être à l'heure. Aujourd'hui, je le dis pour ceux qui nous écoutent, j'étais en retard. Et j'avais super mal calculé. Si je vous dis, vous allez foutre de moi. Et en fait, je me suis pas rendu compte que d'être en retard, c'était du stress. Parce qu'évidemment, tout le monde croit que j'en ai rien à faire. En vérité, c'est pas vrai. En vérité, c'est gênant de faire attendre, etc. Donc, c'était du stress supplémentaire. Et donc, plus j'avais de succès, plus j'avais de stress. Et au fond, c'était ça. Et là, on m'a inscrit effectivement à un cours anti-stress. Et ça a été la méditation de pleine conscience, ça a été une histoire d'amour évidente tout de suite, ou ça a été compliqué pour toi de rentrer dans la méthodologie? Non, le premier quiproquo qu'il y a, c'est qu'au début, je me sentais en situation d'échec parce que, comme beaucoup de gens, tu attendais un résultat. Je croyais qu'il fallait arrêter de penser. Et oui, le résultat, effectivement, on croit qu'on va aller mieux, mais je crois qu'il fallait arrêter de penser. Ouais. Mais souvent, c'est bien que tu le dises. C'est pour ça que je le dis. Parce c'est très important parce que les gens pensent souvent qu'il faut faire le vide. Et moi, je dis tout le temps, mais c'est le contraire, il faut faire le plein. Ouais. Il ne faut pas arrêter de penser du tout, c'est impossible. On a 45 pensées à la minute, donc c'est juste que quand on observe les pensées, on les laisse partir et puis hop, on revient à la respiration ou à une sensation du corps qui nous inscrit dans le présent. Et voilà, et c'est très efficace, ça a été prouvé scientifiquement maintenant. En fait, pendant quelques 20 minutes de méditation, c'est comme si vous preniez des vacances. Et bon, ça a changé mon existence. Puis comme je suis un peu passionné par tout ce que je fais, d'un coup, j'ai parti faire des retraites de silence de 8 jours. Donc moi qui suis très bavard, 8 jours de silence, ça paraissait fou pour mes amis. Et j'ai adoré. J'ai adoré ça. Et c'est le moment où tu as commencé à mieux t'accepter, te connaître toi-même? Oui. Ça a été il y a eu des révélations, il y a eu des douleurs, parce que parfois aussi dans le silence et dans le vide, c'est aussi un moment où quelque part on ouvre la fenêtre aux émotions qu'on avait bien enfouies et elles font coucou, me revoilà. Et là, ça peut être un peu un barattage. Il y a plein de choses qui sortent et qui remontent. Bien sûr. D'ailleurs, la méditation, c'est recommandé pour plein de choses, mais pas pour la dépression. Ouais. Et donc, du coup, oui, moi j'ai fait 8 jours de silence et il paraît que les bouddhistes appellent ça l'accélérateur de merde. Et effectivement, je pleurais, je riais, je dis mais je suis complètement schizophrène, c'est quoi ce truc-là Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a 45 pensées à la minute et chaque pensée correspond à une émotion. Et donc forcément, quand vous êtes là, que vous faites que ça, qu'observer les pensées, forcément, vous passez vous avez des pensées extrêmement tristes, des trucs extrêmement joyeux, enfin, c'est hallucinant.
C'est hallucinant. Et ça, ouais, ça a été un grand changement dans ma vie parce que j'étais un peu plus dans l'instant présent et finalement, je m'apercevais que toutes les angoisses que j'avais, c'était des menaces sur un avenir imaginaire et que finalement, le présent, c'est souvent sympa. Là, tout de suite, bah voilà, j'ai pas faim, j'ai pas soif, personne ne me menace physiquement, donc finalement, ça va, quoi. Et le présent, en fait, mais c'est très compliqué, c'est pas naturel, hein. Le carpe diem, c'est de la philo, mais neurologiquement parlant, notre cerveau, il n'est pas fait pour être dans l'instant présent. Non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une neuroplasticité cérébrale qui fait que plus on travaille avec notre cerveau pour justement l'installer dans l'instant présent, et plus c'est facile d'y arriver. Bien sûr, c'est vrai qu'au début, comme on est dans une société de l'immédiateté, beaucoup de gens sont déçus parce que ça marche pas tout de suite. Ouais. Et en fait, c'est l'entraînement, c'est la discipline, c'est comme le sport. Moi, je donne souvent cet exemple. Si je vois quelqu'un qui fait, je sais pas moi, du sport, et il me dit voilà, c'est comme ça qu'on a des abdos en tablette de chocolat. Je dis ah ouais, super. C'est pas parce que j'ai compris que j'ai des abdos en tablette de chocolat. Il faut le faire et le faire tous les jours. Et donc oui, ça fait partie de ça. Moi, je fais partie des gens, par contre, qui disent que, enfin, moi, je ne fais pas la méditation tous les jours, tous les matins, comme Christophe André. C'est vraiment quand j'en ai besoin, en fait. Voilà. Mais il y a des périodes. Et c'est rigolo parce que j'ai un ami qui est Ilios Kossou, qui a créé une application qui est pour moi la meilleure, qui est Présence. Une application. Et on peut se donner rendez-vous. Et donc, et tu te donnes rendez-vous à toi-même. J'ai une copine qui me donne rendez-vous le matin à 9h. Là, il faut qu'on reprenne, parce que c'est la rentrée, et on se donne rendez-vous à 9h, et donc il y a une sorte d'orgueil qui fait qu'on se lève. Des fois, si c'est tout seul, j'y vais pas, quoi. Et à 9h, on sait qu'on médite ensemble. Elle a choisi la méditation, et après, on s'envoie un petit cœur par SMS pour s'assurer qu'on était bien là. Mais ça, c'est génial. Alors, tu as dit, se connaître soi-même, c'est se donner les moyens de connaître ses besoins et d'y répondre, donc de se faire kiffer pour avoir la vie qui nous ressemble. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la vie qui te ressemble ? Oui, aujourd'hui, ma vie me ressemble. Je suis très à l'écoute de ce que je ressens et de mes besoins. C'est vrai qu'il y a la pleine conscience, si on devait résumer, c'est comment je me sens. Et puis il y a l'autocompassion que j'ai découvert plus tard et qui là dit quels sont mes besoins. Et donc je suis très attentif à ça. Surtout quand on est exposé, vous savez qu'il y a beaucoup de propositions, beaucoup de demandes. Et à chaque fois, c'est bon. Alors est-ce que c'est leur besoin ou c'est mon besoin ? Même dans mes relations avec la chaîne, c'est important pour eux. C'est leur besoin ou c'est mon besoin ? Ah, mais c'est intéressant parce que pour chacun dans la vie de tous les jours, c'est toujours bien de se demander si on répond à même, son besoin ou à celui des autres. Voilà, j'aime bien, je vais faire l'exercice. Comme tout le monde, j'ai traversé des périodes de santé compliquées et je voyais le corps médical, je disais c'est votre besoin ou c'est mon besoin ? Et en fait, c'est important de se poser la question. Alors l'autocompassion, c'est l'art de se traiter soi-même comme on traiterait son meilleur ami. Ouais, c'est Christophe André qui a dit ça un jour sur scène. Comment ? Alors c'est grâce à Christophe que tu l'as découverte ? Ouais, et puis c'était choc en plus parce que la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était donc à Émergence, donc c'est une série de conférences en Belgique. Ouais. Et là, il prend la parole et il dit un truc pareil. Moi, j'adore les gens qui font des aveux. Et il dit en fait, j'ai vendu beaucoup de livres sur l'estime de soi. C'était il y a 20 ans. Il n'ose pas dire j'ai gagné beaucoup d'argent, mais c'est sous-entendu. Et en fait, on donnait des exercices aux gens pour avoir plus d'estime d'eux-mêmes. Et parce qu'on s'est rendu compte que l'estime de soi, c'est un peu le cœur de tout. Hein. Si on se maltraite nous-mêmes, on est maltraité par les autres. Et en fait, les exercices, 20 ans plus tard, on peut dire que ça ne marche pas. Waouh! C'était assez choquant parce que c'était une forme d'espoir quand même. Hein. Ouais. Et puis, il dit, mais on a trouvé mieux, c'est l'autocompassion, en pleine conscience. Se traiter soi-même comme on traiterait son meilleur ami. Et là, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'était lui, parce que voilà, Mais parce que toi, la petite voix maltraitante, elle résonnait toujours dans ta tête malgré ton succès. Voilà. 80% des gens sur Terre sont plus durs avec eux-mêmes qu'avec les autres. C'est la dysmorphophobie dont on parlait tout à l'heure. C'est de l'art de ne pas se voir comme les autres nous voient. Ouais, tout le temps. Mais toujours en plus négatif. Oui, exactement. Et le truc encore pire, c'est qu'en fait, on est plus cool avec des gens qu'on n'apprécie pas qu'avec nous-mêmes. Bien sûr. Et en fait, il suffit d'en parler autour de soi pour se rendre compte que tout le monde dit « Ah ben moi aussi ». Il y a 20% de gens pour qui ce n'est pas le cas. Je ne les ai pas rencontrés. Moi, j'en connais une. Des gens pour qui ce n'est pas le cas, qui ne se maltraitent pas ? Ouais, j'en connais une qui s'aime et je trouve ça merveilleux. D'ailleurs, on l'appelle la reine-mère. Ouais. Mais c'est merveilleux d'être capable de s'aimer vraiment. C'est complexe, c'est très difficile parce que même les gens... Et alors, ce qui est fou, c'est que toi, on peut imaginer que tu habites dans le cœur des Français. Et finalement, tu as encore cette petite voix
que tu as eu besoin de faire taire. Je pense que c'est... D'abord, la popularité, c'est un autre sujet, c'est complexe, parce que là, c'est pareil, c'est... Ok, ils ne me connaissent pas tant que ça, ils aiment ce que je fais. Les gens dans la rue, ils disent... Oui, mais ça t'empêche pas de douter. Moi, je dis, mais attendez, vous n'aimez pas ce que je suis, vous aimez ce que je fais. Ils disent, ouais, je vous adore. C'est un abus de langage qu'il faut mais accepter. Dans la construction de l'estime de soi, forcément, ce que te renvoient les autres participe de cette construction, de cette pratique quotidienne de l'estime de soi. De toute façon, on a besoin du regard des autres, hein, tous les humains. Mais à un moment donné, peut-être que c'est aussi une manière de mettre une distance. Pour moi, c'était une manière de me protéger en me disant, ok, mais alors maintenant, et si demain il m'aime plus, ça veut dire quoi? Donc c'était une manière de me protéger de ça. Aujourd'hui, je l'accepte, je le vis, je me dis que je vis ça comme une chance incroyable, parce que je suis encouragé par les gens de faire mon métier, donc ça c'est fort. Mais pour revenir, oui, le succès n'a pas de rapport avec l'estime de soi en fait. C'est-à-dire qu'au fond, le succès, c'est comme une condition. C'est tiens, il faut que je fasse une belle émission pour être aimé. Et puis c'est pas parce qu'on nous aime qu'on s'aime soi-même. Et voilà, c'est 80% des gens, et donc c'était mon cas. Et là, quand j'ai commencé à prendre des cours, c'est génial parce que mon fils avait 20 ans, il est venu avec moi, il n'y avait que des cinquantenaires. J'étais content parce qu'il gagnait 30 ans. Et là, on fait des exercices, et quand on commence à se parler, au début, on se sent ridicule. Quand on commence à se parler avec compassion, on se sent ridicule. Parce que ce qui est fou, c'est qu'on a engrammé, on a accepté l'idée qu'on se parlait mal, parce qu'en fait, on suppose que c'est une manière de se booster. C'est une manière de se donner un coup de pied aux fesses. En fait, la réalité, les études ont montré que c'est le contraire. C'est comme on est dur avec soi-même, et ben en fait, quand on affronte des événements difficiles, on est beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable. Et donc, du coup, ça a été là aussi une autre révolution. Il y a eu la pleine conscience, et ça... Et ça, l'autocompassion. Et alors, l'autocompassion, c'est venu pour toi comme une recette miraculeuse, ou c'était plus une boîte à outils, que tu as rajouté finalement dans ce champ d'exploration dans lequel tu t'étais engagé? Bien sûr. Parce que c'est tellement un réflexe depuis tellement d'années de se maltraiter que même quand on est la boîte à outils, si on ne l'utilise pas, ça continue. Donc en fait, là aussi, c'est des périodes. Il y a des périodes, et d'un seul coup, tac, tac, on se rappelle qu'il y a ces outils. Et il y a quelque chose qui s'appelle la pause d'autocompassion. Et là, c'est pareil, c'est qu'en fait, on vous demande d'observer une difficulté que vous traversez en ce moment, d'observer ce que vous ressentez là tout de suite. D'abord parce qu'on sait que quand on observe les émotions, on les désactive. Et puis de se dire, au fond, de valider la douleur, parce que souvent, on veut l'éviter. On se dit, bon, allez, c'est bon, hop, hop, hop. Et en fait, c'est pas très bon, ça. C'est de dire, non, là, j'en bave. Là, j'en bave. C'est une première étape importante. L'accepte. De le reconnaître en tout cas. Et puis, donc c'est avoir plus d'indulgence aussi avec soi-même. Ça fait partie de cette boîte à outils. Oui, de toute façon, l'autocompassion, ça, on apprend à aimer nos imperfections. C'est-à-dire qu'en fait, on veut tous être comme, c'est propre des êtres humains, hein, sinon on peut pas être vivant sur cette terre. Et donc en fait, on a envie d'être aimé, et on croit que c'est pas encore assez. Et c'est jamais assez en fait, de ce qu'on fait, ce qu'on est, etc. Et donc, en fait, on apprend ces imperfections. Et donc, moi, je ne peux pas dire que je m'aime. Par contre, moi, j'accepte mes imperfections. Alors, tu as décidé de partager ce que tu as découvert, puisque désormais, tu enseignes l'autocompassion. Chez qui? Chez Véronique Maillet, qu'on aime beaucoup, et dans un centre qu'on aime beaucoup. Pourquoi tu t'es lancée dans cette idée d'enseignement? C'était une envie de partager et d'aider les gens à se débarrasser de leur principal bourreau, qui est eux-mêmes? C'est ça. En fait, c'est ça. Je me suis rendu compte que quand je faisais de la télévision, parce que c'est quand j'avais arrêté l'antenne, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, j'ai un peu plus de temps, mais si je continue de produire, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai un pote qui est coach qui m'a fait une sorte de truc de développement personnel en 15 minutes. Il m'a fait chialer en 15 minutes. Enfin, il n'a pas fait exprès, mais genre, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et à la fin, je dis, apaiser la souffrance. Ça m'est sorti comme ça. Et effectivement, quand je fais la parenthèse inattendue, c'était pour donner de l'espoir. C'est récurrent quand même sur ton parcours. C'est une obsession. Apaiser la souffrance des gens qui se font souffrir eux-mêmes, ou des gens rejetés. Oui, et puis, et puis j'ai beaucoup de mal avec les médias qui mettent de l'huile sur le feu, etc. Donc c'est vrai que je me dis, à partir du moment où je parle dans un micro, ou je parle devant une caméra, au fond, qu'est-ce que j'ai à transmettre? Et c'est mes propres expériences. Et donc j'ai eu envie de me former. Et je suis devenu donc enseignant en autocompassion en pleine conscience. Donc je donne des cours chez QEE, on l'a dit. Et honnêtement, ça m'a procuré une joie que j'imaginais pas. Mais tu t'exposes à nouveau. C'est-à-dire?
Bah, tu enseignes, donc enseigner, partager, c'est à nouveau s'exposer au regard et s'exposer Oui, à l'appréciation de oui, personnes et puis qui... j'ai vu le trac que j'avais à l'idée que ça puisse pas fonctionner pour des gens. Là aussi, on apprend, on est supervisé, on apprend que peut-être ça ne correspondra pas à certaines personnes. Alors justement, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que l'autocompassion, ça marche avec tout le monde ou est-ce qu'il faut avoir une croyance? Est-ce qu'il faut avoir peut-être un parcours avant, précédemment, ou être déjà un peu initié? Pas du tout. Ou est-ce que n'importe qui peut bénéficier de ces... Bien sûr, même les gens qui n'ont pas fait de méditation le font. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que dès les premières séances, les gens disent « Ah, ça marche pas pour moi », parce qu'on a cette espèce d'idée. Oui, on veut des résultats sur étagère. C'est très complexe, la phrase, vous allez voir, c'est une des phrases en autocompassion, on dit « On ne fait pas de l'autocompassion pour aller mieux, on fait de l'autocompassion parce qu'on va mal ». Et c'est très subtil, mais c'est très important, parce que souvent, on fait un truc, on dit « Allez, hop, hop, hop », et en fait, non. C'est juste quand je vais mal, plutôt que de m'en vouloir. Parce que souvent, quand on est triste, on dit « Oh là là !» ou quand on est en colère, on dit « Ah, je suis en colère !» Donc c'est double peine. On est en colère et on a la culpabilité d'être en colère. Donc déjà, c'est accepter, ben voilà, je suis triste. Et puis en autocompassion, on se dit « Mais est-ce que quelqu'un d'autre dans ma situation pourrait être aussi en colère ou triste ou avoir peur ?» Souvent, on se dit oui. Donc déjà, ça détend, ce qu'on appelle l'humanité partagée. Et qu'est-ce qu'on dirait à cette personne? Vous allez voir que c'est hallucinant. Quand vous êtes dans une situation difficile, vous êtes en train de vous dire « Mais putain, mais t'es pas capable, etc. » Alors que quand c'est quelqu'un d'autre, d'un coup, les mots viennent tout seuls. Donc en fait, dans l'autocompassion, souvent on passe par ça. On dit qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? Et là, les mots, ça vient tout de suite. On réconforte. Et après, moi, je vais m'inscrire, je crois. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe quand ces mots, on les applique à soi-même? Et au début, c'est étrange. C'est étrange. Et on se sent ridicule. Il y a beaucoup de gens qui disent je me sens ridicule. Et en fait, ça dure 8 semaines. C'est tous les 2h30 par soir. Enfin, pardon, c'est une fois par semaine. Pendant 2h30, c'est 8 semaines. Et en fait, on se familiarise petit à petit. Et voilà, et c'est beau de voir les gens se transformer. Et puis chacun s'approprie les outils, la tolérance, la douceur. Enfin, ça crée aussi, j'imagine, quelque chose un climat plus apaisé, plus harmonieux. C'est encore une fois, c'est après une fois que... Alors les gens ont très très peur à la fin, parce qu'évidemment, ça les a transformés. Ils ont très peur de retomber. Et donc, en fait, on les invite à faire ça chez eux, en fait, ou à se regrouper pour le faire entre eux, etc. Mais non, c'est quelque chose... Vous savez, il y a une phrase que j'adore aussi, on dit l'autocompassion se pratique souvent les yeux humides. Et on dit l'amour révèle ce qui ne lui ressemble pas. Et quand on commence à être doux avec soi, d'un coup, on réalise toutes les années où on a été horrible avec soi-même. Mais pour quelle raison? Alors qu'en général, on est cool avec les autres. On a de l'empathie pour les autres, on a envie de réconforter quand quelqu'un va pas bien. D'ailleurs, on met la main sur l'épaule, enfin, il y a un contact physique et tout. Et en fait, quand c'est pour nous-mêmes, on a l'impression qu'on le mérite pas. Il y a un truc bizarre. Alors, il y a toujours une raison pour chacun d'entre nous, mais là, c'est pas une thérapie de groupe. On se demande pas pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Il y a toujours des raisons. On se maltraite pas par hasard. Mais comment dire, c'est pas une thérapie de groupe, et c'est juste à but thérapeutique. Là aussi, c'est subtil. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on fait des exercices ensemble, et puis je veux dire que rien que de voir que d'autres fonctionnent comme nous, ça soulage, mais à un point que vous n'imaginez pas. Cette partie d'humanité partagée, elle est très très efficace. Bon, j'ai hâte d'essayer. Alors, comme le temps passe et que j'ai encore pas mal de questions, on parle de méditation, on parle d'autocompassion, on parle évidemment de yoga, et tu le sais, ce podcast est autour de l'art de vivre yoga. On observe aussi de plus en plus dans cette société inquiète, voire anxiogène, le retour du sacré, du chamanisme, de toutes les vertus de ces médecines thérapeutiques multimillénaires comme l'Ayurveda ou la médecine chinoise. Est-ce que toi, dans toutes les tribus que tu as visitées, tu as pu croiser d'autres cultures ancestrales, médicales, thérapeutiques qui ont justement un peu alimenté ton parcours et dont tu penses qu'elles pourraient mériter un éclairage ou réapparaître comme l'Ayurveda? Aujourd'hui, tout le monde fait une cure ayurvédique, alors qu'il y a 15 ans, personne ne savait ce que c'était. Bien sûr. Non, je vais être décevant. C'est pas en terrain inconnu pour le coup. J'ai rencontré des chamans qui m'ont bouleversé parce qu'en fait, c'est des gens qui aident. Des gens qui sont dans l'aide. D'ailleurs, c'est une charge terrible pour eux. Je les vois parce qu'on vient les réveiller la nuit, etc. Il y en a qui m'ont avoué qu'ils auraient aimé ne pas l'être, mais souvent, c'était de père en fils. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Corinne Sombrin, qui est une chamane occidentale, dit « mais je n'ai pas choisi, c'est on m'a choisi ». Ouais. Après, je comprends dans nos sociétés actuelles le besoin de transcendance, en tout cas le besoin de sens.
parce qu'en fait, on est dans une société matérialiste, en plus digitale, en plus on a vécu la pandémie, enfin, à un moment donné, ne pas voir de sourire, pour moi, c'était une souffrance terrible avec les masques. C'était incroyable. Parce qu'on sait en plus que quand on sourit à quelqu'un, on rend heureux 5 personnes par ricochet. Donc vous imaginez, on n'a pas vu de sourire. En plus, moi, je suis sourd d'une oreille, donc quand les gens parlaient, je ne savais pas ce qu'ils disaient, parce qu'en fait, avec le masque, je ne comprenais pas. Il y avait en plus du plexiglas, souvent. Et en plus, on nous empêchait de nous toucher. Alors qu'en fait, l'être humain, il a besoin d'être touché. C'est l'ocytocine. Au moins 3 fois par jour. Ouais, c'est un truc de fou. Et donc, du coup, moi, je suis fasciné, effectivement, par la quête de sens. Par exemple, évidemment que c'était une épreuve terrible, cette histoire du Covid, pour beaucoup, beaucoup de gens. Et même s'il n'y en a pas eu de personnes touchées directement autour de nous de manière grave. Mais en même temps, je vois les effets positifs. Par exemple, j'ai toujours rêvé d'un exode rural à l'envers. Et ben, d'un seul coup, là, les gens qui avaient des résidences secondaires, c'est devenu leur résidence principale. C'est-à-dire que d'un coup, c'est devenu une évidence que si on ne voit pas de la verdure, on est malheureux. Et quand on est en ville, souvent, on ne s'en rend pas compte. Christophe André m'avait dit il y a quelques années, les villes où il y a le plus de verdure, c'est là où il y a le moins de criminalité. Dans les hôpitaux, les gens qui ont vu sur la verdure guérissent plus vite que les autres. Et donc voilà, moi j'ai un besoin de verdure qui est viscéral. Je suis très très triste si j'ai pas de verdure. Et donc voilà, donc c'est pour dire que la question du sens, la question de sentiment d'appartenance, quand je suis dans la nature, j'ai un sentiment d'appartenance. Mais cette interconnexion avec la nature, je pense qu'on en a tous en effet pris conscience beaucoup plus pendant le confinement, pour ceux qui étaient totalement déconnectés de la nature. Mais justement, est-ce qu'à travers tous les peuples que tu as rencontrés, c'est quelque chose qu'ils ont intégré dans leur quotidien? Enfin, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique les vertus de la nature sur la régénération cellulaire, sur le sommeil, sur la digestion, ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne à embrasser un arbre. Tout se fait naturellement. Et donc justement, toi, t'as mis en avant ça, le fait que ces peuples-là ont cette intelligence que nous, on n'a pas... Enfin, que nous, on a eu besoin de se faire rappeler. C'est marrant parce que comme ce sont des minorités dans leur pays, ils les voient comme des peuples arriérés. Alors qu'en vérité, eux, quand je pense aux Mentawai que j'ai rencontrés avec Patrick Timsit, ils sont obsédés par l'harmonie. Ils sont obsédés par l'harmonie. Et ben, je me dis, mais si le monde était comme les Mentawai, on serait plus dans le même monde. Et en fait, je dis souvent, on était dans une maison où il y avait 50 personnes qui vivaient, il n'y avait pas un cri. Chez nous, dans les villes, 2 mariages, c'est quoi? C'est 2 mariages sur 3 finissent par un divorce. Et donc, en fait, non, il y a une harmonie incroyable. Quand ils plantent un arbre, quand ils coupent un arbre, ils en plantent un. Quand ils tuent un animal, ils font des incantations, ils prennent la vie. Enfin, ils ont une conscience de l'existence. Mais donc, il y a des rituels qui alimentent, qui nourrissent cette interconnexion ou qui en tout cas sacralisent cette interconnexion avec le vivant. Oui, et puis ils ont un truc avec les ancêtres aussi, beaucoup. C'est-à-dire que là aussi, nous, on ne sait pas, voilà, c'est un peu la honte de l'Occident de mettre les anciens dans des endroits où on a découvert que c'était une maltraitance terrible. Mais pour eux, ils sont connectés non seulement aux anciens, mais aux ancêtres. Et à la nature, tous, ils vivent dans des endroits où ils sont dépendants de la nature, donc ils en sont conscients. Nous, la nature, dans les villes, c'est un concept. C'est un concept philosophique, on débat sur les plateaux télé. Ou politique. Oui, mais en fait, quand on est dans la nature, moi, je vis une partie de ma vie dans les Cévennes, c'est la même chose. On est entouré de la nature, donc on est dépendant de la nature. Notre dépendance, on en est conscient que quand on est dans la nature. Et donc voilà, donc j'ai pas de souvenir de transcendance en terre inconnue, mais par contre de sentiment d'appartenance. Je vois bien qu'on est une espèce parmi les autres, c'est très clair. Quand on est dans la nature, voilà, on se rend bien que... Et donc finalement, l'avènement aujourd'hui de tout ce nouvel art de vivre qui nous reconnecte un peu plus au vivant et à la nature à travers à la fois ces nouvelles formes d'alimentation, de pratiques comme l'autocompassion, le yoga, l'ayurveda, le chamanisme, le féminin sacré, tout ce retour-là, ça participe finalement d'une reconnaissance de ces évidences, de ce besoin qu'on a d'interconnexion. Bien sûr, bien sûr. En fait, on n'est que des petits sapiens, quoi. On est hyper fragiles. Et donc, c'est vrai que le monde matérialiste, à un moment donné, je trouve on a été au bout. Il reste quelques influenceurs à Dubaï, mais je veux dire par là que... mais à un moment donné, comment dire, personne n'a jamais été heureux en achetant un nouveau téléviseur. Les études ont montré que ça dure 15 jours. Donc finalement, c'est quoi qui rend heureux? C'est la relation humaine. C'est pas de moi, donc c'est la relation humaine. Et un truc qui est génial, c'est la gratitude
et l'altruisme, ça va plutôt bien ensemble. Mais c'est des trucs qui rendent heureux. Dire merci, ça rend heureux. Ça paraît fou quand on apprend ça. Ou faire quelque chose pour quelqu'un. Souvent, les gens dépriment, etc. Mais faire quelque chose pour quelqu'un. Et donc voilà, moi, je suis plus connecté. J'écoute pas les informations depuis très longtemps. J'aime pas cette manière de raconter le monde. Et en revanche, je suis très connecté à ce qu'on appelle les changemakers, les acteurs du changement. Et eux, ça me donne de l'espoir. Enfin, je vois des gens qui ont des histoires incroyables auxquelles personne ne croyait et qui ont des idées géniales pour s'occuper de tous les fléaux autour de nous. Donc, s'occuper de soi, on peut croire aussi que ça isole. C'est important aussi. On croit que le développement personnel, beaucoup de gens pensent que, comme on entend personnel, on croit que c'est individualiste. Oui, qu'on se met dans sa bulle, alors, c'est le on met les doigts dans la prise et c'est le contraire. qu'on parle. Quand on va bien, on est connecté aux autres. Et je donne toujours cette image, et Christophe André la donne aussi, mais j'ai pris moi l'avion la première fois de ma vie, j'avais 20 ans, et les gens, j'écoutais attentivement les instructions, et ils disent en cas de dépressurisation, les masques oxygène vont tomber. Et là, ils disent ensuite, mettez-vous d'abord le masque avant de le donner aux autres. Et je me rappelle avoir été vraiment choqué. Vraiment choqué, je me dis, mais alors c'est quoi ce truc? Alors c'est le chaos, nous d'abord, et les autres on verra plus tard. Et Christophe André vous dit, mais non, mais comment veux-tu prendre soin des autres si on prend pas si soin de tu ne ça. respires pas? Si tu respires pas, tu peux aider les autres à respirer. Donc, si tu prends pas soin de juste. toi, et donc les gens qui croient que c'est égoïste de prendre soin de soi sont à côté de la plaque en fait, parce que c'est parce qu'on prend soin de nous, parce qu'on est, on tient la route quoi, qu'on peut s'intéresser, s'occuper et être des utile aux autres et s'engager. Tu sais, ça me fait penser à une phrase d'Edgar Morin qui a donc 101 ans et que j'ai entendue en conférence il y a pas longtemps. Et le journaliste lui demandait quelle était la clé de sa longévité et il a répondu. Je suis curieux, je suis utile et je suis fervent. Et j'ai trouvé ça très joli. On pourrait tout résumer à ça. Et tout ce que tu viens de dire, voilà, pour moi, c'est exactement ça. Alors, est-ce que tu sais, Frédéric, ce qu'est le concept de l'ikigai? Toi qui as beaucoup voyagé. Autour de moi qui m'en ont parlé. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, l'ikigai, c'est un concept japonais de réalisation personnelle qui passe par le fait de trouver son talent, de trouver la passion ou ce qui nous anime, de faire vivre ce talent et de faire de ce talent un métier ou un projet utile aux autres. Ça te va assez bien, je trouve. Ouais, mais... C'est quoi, toi, ton ikigai? C'est un peu ça, c'est me sentir utile. Si je me sens pas utile, je me sens triste. Donc, Est-ce que ce projet d'enseigner l'autocompassion, ça alimente ton ikigai? Oui. Ah oui. J'écrivais une sorte de journal à ce moment-là et j'écrivais « Je suis heureux ». Et en sortant des premiers cours, dans cette transmission, en voyant des gens qui étaient dans une recherche, etc., et se dire que je pouvais peut-être leur apporter quelque chose, ça rend fou, ça rend ouais, c'est euphorisant. Est-ce que tu te qualifierais d'utopiste? Oui. Tu crois toujours qu'on peut changer le monde? Oui, alors évidemment. J'aime bien, j'ai besoin d'avoir des gens. Non, mais alors moi optimistes. je vais vous conseiller un livre d'un homme qui est mon maître à penser, c'est Rutger Bregman. Il a écrit Humanité, une histoire optimiste. Ça a l'air d'une provocation comme ça, et en fait c'est un scientifique, c'est un historien, chercheur, et qui vous prouve qu'effectivement l'homme est plutôt bon. Et voilà, contrairement à ce qui est répandu, et qu'évidemment on va dans le bon sens. Alors il y a encore plein de trucs à régler, mais évidemment que je suis optimiste, sinon on n'aurait pas aboli l'esclavage, on n'aurait pas donné le droit de vote aux femmes, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, et c'est pour ça que j'aime pas la manière dont les médias racontent le monde. Il y a un autre homme qui est incroyable, qui est Hans Rosling. Hans Rosling, c'est un Suédois qui est décédé maintenant, et son dernier livre c'est Factfulness. C'est un titre en anglais, mais le livre est en français. Et en fait, il nous montre comment il n'y a pas de rapport entre les menaces qu'on entend tout le temps et les réels. Entre les peurs qu'on a, et les menaces réelles. Il n'y a pas de rapport entre nos peurs et les menaces. Et c'est pour ça que je suis souvent en colère dans la manière dont les chaînes info racontent le monde. Et puis, mais les sujets de la peur, c'est 80% des pensées négatives sont liées à des peurs sur des choses qui n'existent pas. Oui, et il y a plus de choses. Il y a quelqu'un qui dit, c'est John Kabat-Zinn qui dit, tant qu'on respire, il y a plus de choses qui vont que de choses qui ne vont pas. Et moi, c'est des choses que John Kabat-Zinn qui est le père de la mindfulness, justement, de la méditation de pleine conscience. Et il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui ne vont pas. Et dans le monde, il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui ne vont pas. Je veux dire, quand vous baladez n'importe où dans une ville, vous dites « Waouh, l'organisation, elle est incroyable !» Alors bien sûr qu'il y a quelques dysfonctionnements, je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus d'ailleurs. Et là, évidemment, les médias se jettent dessus parce qu'ils ne parlent que de ce qui ne va pas. Mais voilà.
porter son attention c'est le sur ce qui fameux va, présentateur météo qui ne dit, le fameux présentateur du JT qui ne dit jamais, qui ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Moi, j'ai fait une école de journalisme, c'est ce qu'on nous apprend. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Mais du coup, les gens de la SNCF savent que c'est une distorsion de la réalité, parce qu'il y a très peu de trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et 100% des sujets traités par les médias, c'est une distorsion de la réalité. C'est une sorte de storytelling qui rend triste. J'ai trouvé un mantra qui t'inspire, toi. Il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles. Oscar Wilde. Alors moi, quand j'étais jeune, je disais qu'il ne tente rien à rien. Après, j'ai glamourisé ma formule avec Oscar Wilde, mais c'est la vérité. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Du chaos naissent nos étoiles ». Ouais. Tu vois, donc ouais. On revient toujours à ces étoiles. Mais c'est du vécu, enfin, on l'a tous vu. Alors, c'est quoi, toi, les prochaines étoiles ? Quel va être Déjà, j'ai un prochain défi. Là, j'arrive sur France 2 le dimanche. Alors, pour un dimanche à la campagne. Dimanche à la campagne, c'est très, très inspiré de la parenthèse inattendue. On a le droit de raconter le pitch. Moi, j'adore le pitch de cette émission. C'est vraiment inspiré de la parenthèse inattendue. C'est 3 personnalités qui viennent raconter leur histoire, leur itinéraire dans une maison de campagne. C'est vrai que le fait d'être à la campagne sans portable, ça rend, ça oblige un peu à être dans l'instant présent. À observer la nature, justement. Ouais, et puis c'est inconfortable et on s'écoute. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que toutes les histoires des gens sont inspirantes. C'est-à-dire que finalement, ce sont des gens dans la lumière, donc qui ont réalisé leurs rêves. On sait qu'il y a très peu d'élus quand on veut être acteur, c'est très difficile. Et ce sont des gens qui ont rêvé, en fait, et qui ont franchi plein d'obstacles. Et moi, j'ai fait cette émission il y a 8 ans, j'ai arrêté. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit « c'est marrant, j'ai entrepris ça grâce à cette émission ». Et le plus spectaculaire, c'est un gars qui a créé Wanted, qui est la première communauté d'entraide sur Facebook, la première communauté d'entraide en Europe. Ils ont reçu $1 million, $1 million, ou $1 million, je crois, de Facebook. Et c'est 1 million de personnes qui s'entraident. Et le gars a créé ça et j'étais bouleversé par son histoire. Et à un moment donné, il me dit « Vous savez que vous y êtes pour quelque chose ?» Je dis « Comment ça ?» J'étais déjà à moitié en larmes. Et il me dit « Oui, parce qu'en fait, j'étais avocat fiscaliste. Et quand j'ai voulu franchir le pas pour faire ce truc associatif, en fait, j'avais très peur de me planter, très peur de l'échec. Et je me suis mis à regarder en boucle la parenthèse inattendue parce que ça m'a donné du courage. J'ai vu que se planter, c'était pas grave. L'échec, c'est la preuve qu'on a essayé. Et donc, du coup, ça a donné beaucoup de sens à nouveau à ça. Et c'est ce qui me donne envie de reprendre, en fait. Alors que moi, j'avais fait une pause, mais je pensais pas reprendre l'antenne, en fait. Et là, ça m'a vraiment... ça m'a donné du courage et j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça. Et donc voilà, ce sera tous les dimanches à 15h sur France. Mais je t'avoue que moi qui ai traversé aussi l'échec assez violemment il y a peu de temps, ça me fait du bien aussi de penser à ça. Et de voir ton parcours et d'entendre ce que tu dis. Tu vois, Nelson Mandela disait, moi je connais pas l'échec, c'est où je réussis, où j'apprends. Et puis il y a personne qui a... Enfin, c'est pareil, il y a une mythologie. On est dans un pays qui ne valorise pas assez l'échec. Les anglo-saxons, dans certaines boîtes, certaines sociétés américaines, si vous n'avez pas eu au moins 2 ou 3 échecs, on vous embauche pas. Et nous, en fait, on a peur du ricanement. Mais rappelez-vous d'un truc, et je veux dire, c'est une formule à moi, j'exagère un peu, mais je pense pas me tromper. Il y a ceux qui font et ceux qui commentent. C'est jamais les mêmes. Ceux qui font, ils prennent pas le temps de commenter les autres. Au contraire, quand quelqu'un se plante, ils vont dire « Attends, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir ». Et donc, souvent, on fait attention à des commentaires, et je regarde la caméra, observez dans votre famille, vos amis, autour de vous, sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui commentent et ceux qui font. Voilà, moi j'ai choisi mon camp. J'adore. On arrive presque à la conclusion. Quel est ton rituel quotidien ? Alors, quotidien, comme j'ai dit, la méditation, c'est pas tous les jours. Est-ce qu'il y a une phrase, une pensée, un mantra, un sankalpa, quelque chose qui vient tous les jours te nourrir ou te rappeler que tu es sur le bon chemin, par exemple ? Non, je peux ou pas une dire routine ça. physique Non, je peux pas dire ça. Là, je me suis mis au sport il y a pas longtemps. C'était compliqué pour moi, etc. Donc, je me suis fait aider par un coach et il est super parce qu'il est très intelligent, donc il me parle beaucoup et je me rends pas compte que je fais du sport. Et là, j'ai découvert que ça me donnait de l'énergie en fait que j'avais pas. Donc faire du sport, c'est compliqué de s'y mettre, c'est très compliqué. Et souvent, je me rends compte que il faut mieux donner un rendez-vous à un pote ou un truc comme ça. Et puis surtout pas faire. Moi, le coach dit attention, ne me fais pas faire un entraînement de dingue, sinon j'aurais plus envie. Donc juste petit à petit, etc. Donc, mais c'est comme pour la méditation. Il faut pas tout de suite. Moi, je le dis à tous ceux qui commencent, ne commencez pas par 1 heure de méditation. C'est indigeste au possible. Non, bien sûr. Non, s'écouter. Moi, le seul conseil que je donne, et moi je fais attention à ça, c'est m'écouter le matin. Tiens, comment je me sens aujourd'hui ? Et on peut avoir le cafard et s'autoriser à avoir le cafard.
Donc parce se que, connecter à la météo des émotions. oui, mais c'est important parce que souvent, quand on a ce discours, nous, là, on pourrait donner l'impression qu'on a des clés pour aller tout le temps bien. Et il Ouais, faut c'est vrai. s'autoriser à aller pas bien. Des fois, on va pas bien. Et ça vaut le coup de se laisser porter par cette émotion, etc. On a besoin, des fois, de toucher le fond un peu. Pour avoir une autre énergie. Et on a le droit de pas aller bien. Ça, c'est pour moi le message d'aujourd'hui. Bah, j'aime beaucoup cette phrase. Dernière question que je pose à tous mes invités. On traverse un climat anxiogène. On a vécu cette période, tu en as parlé, du confinement, où on a beaucoup perdu nos rapports spatio-temporels. Il y avait ce sentiment de désorientation majeure qui malheureusement perdure un peu dans le temps, puisqu'il y a maintenant, on n'hésite plus entre où est-ce qu'on va pouvoir aller et quand on va pouvoir y aller, mais on se demande si on va avoir chaud ou avoir froid. Donc on est à nouveau dans un cycle de questionnement relativement anxiogène. Quel serait, toi, ton conseil ? Non, je ne donne jamais de conseils, mais ce que je sais... Alors, qu'est-ce que tu appliquerais à toi-même ? Non, ce que je sais, c'est que, évidemment, que l'humanité traverse un truc sans précédent avec cette histoire climatique. Et c'est très, très anxiogène parce qu'on ne sait pas par quoi commencer. En plus, on me dit, tu sais, la France, ça représente que 3% du PIB, etc. Mais enfin, avec les réseaux sociaux et les médias, etc., on peut être modèle, en fait. Mais cette idée, comment dire, que... Mais juste une phrase. Il y a une femme... qui a créé une association avec son mari qui s'appelle Pour un sourire d'enfant. Ils ont sauvé 12 000 gamins au Cambodge juste en posant une seule question, de quoi est-ce que tu as le plus besoin ? Voilà. Et donc en fait, on est dans un monde où il y a beaucoup de solitude, pas beaucoup de solidarité, etc. Et en fait, je me rends compte qu'il suffit de pas grand-chose. Et donc voilà, poser la question autour de nous ou dans la rue, dire de quoi tu as le plus besoin. Et non seulement ça c'est génial de rendre heureux la personne, mais ça comment dire, ça booste en fait, ça booste le moral. Et donc, moi je me dis toujours, si 100% des êtres humains posaient la question une fois par jour autour d'eux, on change le monde en une phrase. Ah voilà, donc maintenant on sait comment changer le monde et je vous confirme que Frédéric Lopez est un utopiste. Oui, Et mais l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. Voilà. Il y a une époque qui dit, arrête de rêver. Non. Martin Luther King, il n'a pas dit j'ai fait un cauchemar. Il a dit j'ai fait un rêve. Donc l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. Moi, je suis comme toi, je continue à rêver. Merci infiniment. On te retrouve donc dans Un dimanche à la campagne sur France 2 et le programme d'autocompassion qui démarre en octobre. Il reste quelques pages, je sais, en octobre. Chez qui à Boulogne. Voilà, vous connaissez tous ce centre formidable. Et moi, je serai là. En tout cas, j'ai très envie d'essayer. Et je pense qu'encore plus, quand on a traversé l'échec, on a besoin de se renvoyer à soi-même cette autocompassion. Merci infiniment, Frédéric. Merci de ta sincérité, de cette capacité incroyable que tu as à partager tout ce que tu as traversé à l'extérieur et à l'intérieur de toi. Merci. C'est très précieux. Merci à tous d'avoir suivi cette conversation du Tigre. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre des étoiles. On m'a dit qu'il fallait faire ça. Alors, je le dis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode des Conversations du Tigre. Au revoir.